Salut à tous. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod et je suis seul pour faire l'analyse du combat Brian Ortega versus Diego Lopez qui aura lieu dans la nuit du 29 au 30 juin à la T-Mobile Arena à l'UFC 303. Oui, je suis seul parce que Rolly aujourd'hui n'a pas pu être avec nous. On a essayé de s'organiser toute la semaine. Ça a été compliqué. Rolly fait partie aujourd'hui de la France qui se lève tôt. Il a changé de métier, donc il se lève à 4 heures du matin. Effectivement, enregistrer de nuit, c'était compliqué pour lui puisque voilà, il faut qu'il soit concentré, frais et dispo pour son nouveau travail. Et donc il va y avoir un petit ajustement pour ce podcast-là. Je devais le sortir parce que c'était un combat qui nous tenait à cœur. Alors il a fait son analyse, malheureusement on ne pourra pas l'enregistrer ensemble, mais on a choisi de faire l'analyse du co-main event de l'UFC 303 pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà analysé Jiri Prochazka contre Alex Pereira, donc il y aurait eu une redite, on aurait répété des choses qu'on a déjà dit, surtout qu'on l'avait débriefé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses dites là-dessus et je pense pas qu'il y aura beaucoup d'ajustements faits par l'un et par l'autre qui ont des styles assez signatures. Donc bon, ou alors ça serait à la marge. De là à en faire un podcast, ça aurait fait beaucoup. Donc voilà, on préfère parler de ce combat Brian Ortega contre Diego Lopez qui nous intéresse énormément, c'est normal. On est tous deux des jiu-jitseros, c'est deux combattants qui ont un niveau au sol extraordinaire, donc on se devait de parler tout simplement de ce combat. Et donc on va commencer, enfin je vais commencer, ouais, j'ai trop imprimé le fait qu'on fasse le podcast tous les deux, et donc il va falloir que je me réhabitue à le faire tout seul. Ça fait très longtemps, en plus c'est la première fois que je fais un podcast filmé seul. J'avais déjà fait des podcasts audio, mais là, voilà. Donc vous m'excuserez s'il y a quelques petits couacs, c'est pas grave, on va dérouler, on va essayer de faire ça bien, calmement, tranquillement, on va faire le tail of the tape, on va faire la boxe, on va faire la lutte, on va faire le sol. On va dérouler tout ça. Je vous donnerai les résultats aussi les choix de Rolly, que ce soit pour la partie boxe, la partie lutte, la partie seule, mais aussi son pronostic pour ce combat. Parce que c'est normal, il n'est pas là, mais il a son mot à dire. Et donc voilà, on va commencer avec le Tale of the Tape, une fois n'est pas coutume, et on va commencer par le plus ancien dans l'organisation à l'UFC avec Brian Ortega. Brian Ortega, c'est 1m73 pour une allonge d'1m75,3. C'est 16 victoires, 3 KO, 8 soumissions, 5 décisions et 3 défaites, 2 KO et une décision. Il a un no contest aussi à son actif. Quant à Diego Lopez, c'est 1m80, donc plus grand, mais aussi une plus grande allonge avec 1m84,2, donc 9 cm d'allonge de plus. C'est énorme. On sait qu'il est très massif justement dans cette catégorie. Et il est à 24 victoires, 10 KO, 12 soumissions. Donc la moitié de ses victoires, c'est des soumissions. Et 2 décisions. Il a 6 défaites, donc 2 KO, 4 décisions. Alors ce qui est marrant déjà à analyser, c'est que effectivement Brian Ortega est à l'UFC depuis plus longtemps que Diego Lopez, mais par contre en termes d'expérience, Diego Lopez a plus de combats à son actif. Et ça se ressent parce que on l'a vu, il est rentré à l'UFC et très rapidement, en fait, il a montré une palette technique énorme, une maturité énorme sur des événements énormes. On l'a vu à l'UFC 300. Donc c'est grâce en fait à cette multitude de combats que justement il a pu justement aborder ces événements-là avec beaucoup de maturité. Donc on va commencer avec la boxe, et on va commencer, je vous l'ai dit, avec Ortega, une boxe tout en relâchement. Il est à l'aise dans les deux gardes, donc on a vu d'ailleurs des combats où il était plus en gaucher qu'en droitier, on l'a vu face à Korean Zombie par exemple, qu'il avait fait complètement en gaucher, ce qui était d'ailleurs, en plus pour un combat de reprise à l'époque, c'était un combat de retour suite à une blessure, si je me souviens bien. Donc il avait choisi d'aborder le combat dans cette garde-là, et il l'avait fait avec brio, puisqu'il avait outstriké complètement le Korean Zombie. Donc il est très à l'aise dans ces deux gardes. Il est complet avec une bonne anglaise, il a un bon jeu de kick aussi, et surtout de bons genoux au clinch et d'excellents coudes. Que ça soit des coudes à la cage ou que ça soit des coudes retournés quand il absorbe l'adversaire. Justement, je parlais de Korean Zombie. Effectivement, contre lui, on l'a vu quand il l'a mis knockdown, c'est-à-dire qu'il a reculé, il a absorbé le Korean Zombie qui a avancé vers lui, et là, il a mis le coup de coude retourné, ce qui a fait chuter le Korean Zombie. Soit en feinte.
en fin de takedown, justement, pour justement venir chercher la jambe et se retourner dans la foulée pour mettre son coup de coude. On l'avait vu par exemple face à Moïcano, il l'avait fait plusieurs fois et avec beaucoup de réussite. Donc c'est un peu une feinte d'ailleurs qui est courante, hein, où on vient en fait checker la jambe, ce qui fait que l'adversaire bah, se prépare à défendre la lutte, donc baisse les mains et on se retourne pour envoyer le coup de coude. C'est un truc qui marche bien. En France, alors c'est pas dans cette configuration-là, mais c'est beaucoup utilisé par la team justement de Lopez et le MMA Factory qui font beaucoup ça à la cage, où en fait ils sont très bas sur leur position pour remonter avec le coude justement retourné, et ça marche bien. On peut dire que ça marche bien. En anglaise, il est capable de boxer en enchaînement, justement en variant au corps, enfin les frappes plutôt, en niveau, avec des crochets au corps pour remonter à la tête, ou varier avec l'utilisation de ses crochets, ou uppercut. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait très bien. Il est aussi capable de partir à la bagarre avec son overhead. Donc ça, on l'a vu sur certains combats où justement il n'était pas dans la finesse technique, où il allait faire ses enchaînements, où tout allait se dérouler justement sur le corps-tête, mais plus venir au contact et venir avancer pour envoyer un overhead et casser la distance. Surtout qu'en général, il a pas mal d'allonge par rapport à ses adversaires. Bon là, ça sera pas le cas, mais c'est un bon moyen de casser la distance. Avec son jab cross aussi, quand il avance, il envoie son jab cross pour casser aussi la distance avec l'adversaire. Il plonge sur l'adversaire. Ou alors avec son crochet au corps, qu'il utilise beaucoup, où il part justement, il avance et il envoie un crochet large au corps pour ensuite venir continuer son action. Mais il part à distance et il envoie ses frappes. Donc en fonction de l'adversaire, il sait s'adapter avec sa boxe, il sait quoi faire pour essayer d'être le plus efficace possible dans l'échange, en fait, en fonction de la personne qui sera en face de lui. Il a un excellent coup d'œil, il a un bon jeu d'esquive de tête, mais ça on l'a vu beaucoup, hein, il est très fort là-dessus. Mais par contre, malgré ça, il prend quand même beaucoup de coups. Il se fait beaucoup toucher, notamment sur les crochets du gauche. Et dans ce combat-là, ça peut être un game changer parce que on sait que Lopez a la foudre dans les poings. On l'a vu contre Sodiq Youssouf, on l'a vu à plusieurs reprises contre Sabatini. Et son crochet du gauche, il l'utilise vraiment très bien. Il l'utilise en check hook. C'est vraiment une arme qu'il apprécie. Et surtout, c'est une arme où il peut sonner ses adversaires. Donc même si on sait que il a un énorme menton, Ortega, et qu'il est très durable, prendre un crochet solide d'un Diego Lopez pourrait être un début de la fin, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais il le prend et qu'il y a knockdown, on sait très bien que justement Diego Lopez va suivre au sol et ça sera quelqu'un qui sera très efficace dans ses positions, dans le fait de bien suivre l'action et donc de toujours se positionner de la meilleure façon possible, soit pour soumettre ou soit pour continuer en grand and pound. Donc c'est un adversaire que Brian Ortega, un type d'adversaire que Brian Ortega n'a pas beaucoup eu, justement, ce type d'adversaire qui pouvait le suivre en toute sécurité au sol. Donc ça va être intéressant. On pourrait comparer ça un peu avec Oliveira contre Makhachev, où on se disait que jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu d'adversaire quand il tombait knockdown. Bah, les adversaires ne le suivaient pas, ou alors étaient trop timorés et donc risquaient de se faire soumettre jusqu'à ce que quelqu'un ait la possibilité de suivre au sol et de pouvoir mettre en place son jeu pour venir derrière, bah, justement, étrangler Oliveira. Je ne sais pas si ça se passera de la même manière avec Diego Lopez, mais en tout cas, il y a un chemin. Il y a un chemin sur ce crochet du gauche qui est beaucoup pris, je le disais, par Ortega. Donc, pourquoi pas? À voir, à voir. Mais on verra ça dans le pronostic tout à l'heure. Il n'a pas peur de faire la guerre aussi. On le sait, ça va avec son énorme menton, il peut avancer, il peut venir à la bagarre, et c'est pas quelque chose qui l'impressionne. On l'a vu, hein, il est très durable, on l'avait vu contre Volkanovski où il est ressorti avec une tête en 3D, et pourtant malgré ça, il était au bout de son combat, et c'est déjà un gros respect pour lui. Après on sait que Volkanovski crée beaucoup de dégâts mais ne met pas forcément KO, mais en tout cas voilà, jusqu'à maintenant il a montré qu'il était solide et qu'il avait une bonne mâchoire.
S'il voit qu'il est trop dominé en boxe, il va choisir de lutter. Donc ça fait partie de l'expérience aussi. Il est intelligent sur ce domaine-là, en sachant qu'il mixe vraiment avec son single leg, ou alors avec des tentatives masquées de single, enfin pas masquées, mais teintées de single leg. On l'a vu aussi contre Korean Zombie, où il y a un moment où il vient juste chercher avec un bras la jambe de Korean Zombie pour la tracter et derrière revenir en boxe. Donc c'était vraiment, ça montre aussi sa force de prévention quand il vient chercher la jambe comme ça de Korean Zombie, ce qui casse complètement sa structure, qui lui fait avancer son appui, et là il commence à le boxer à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait mixer, qui va pas forcément que boxer. Euh, il a aussi une tendance à mettre les mains en avant, justement pour checker les mains de l'adversaire et chasser les frappes. C'est quelque chose qu'il fait très bien. Je parlais tout à l'heure de son coup d'œil. Alors effectivement, il a un bon jeu de tête, il esquive bien, mais ce qu'il fait particulièrement bien aussi, c'est de venir chasser la main pour ensuite revenir frapper dans la foulée. C'est typique de la boxe, hein, de toute façon. En boxe anglaise, on chasse, on frappe. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait bien et avec lequel il peut trouver des ouvertures. Donc une boxe vraiment relâchée, vraiment complète, vraiment bonne. On sent que de toute façon il met l'accent sur la boxe en plus du sol. Et ça reste très intéressant dans ce combat. Ouais, vraiment ça reste très intéressant. Pour Lopez, lui, il a une très bonne boxe anglaise aussi, complétée par de beaux calf kicks. Donc c'est un peu alors le style à la mode, j'allais dire, mais c'est vraiment un style qui est très efficace dans le MMA où on prend peu de risques justement de se faire amener. Parce qu'on va venir, on va boxer en anglaise et juste frapper la ligne basse. Il y a Topuria qui utilise beaucoup cette manière de faire et qui a montré son efficacité en fait. Parce que contrairement au low kick, c'est plus dur d'aller chercher un calf kick pour amener au sol. Et surtout, ça crée du dégât. Alors il y a un risque hein, sur le calf kick parce que les contres peuvent créer de grosses lésions. Parce que là, on vient directement tibia contre tibia. Mais le calf kick a prouvé aussi que quand il venait choper le nerf du mollet, on l'avait vu avec Connor contre Poirier, où justement la jambe était complètement tétanisée, il pouvait plus continuer à boxer, et surtout, enfin que ça soit boxé en anglaise ou en pied-point. Parce que on pourrait se dire que de prendre de gros low kick ou de prendre de gros calf kick quand la jambe elle est morte, c'est on pourrait plus envoyer correctement ses jambes, mais on peut plus non plus envoyer correctement ses poings. Parce que la puissance d'une frappe en anglaise vient du sol. Donc, si jamais on n'a pas ces appuis, eh bien, on ne pourra pas développer suffisamment de frappe, de force dans sa frappe pour justement être efficace et créer du dégât. Donc, d'où l'intérêt pour les boxeurs à chaque fois de venir saper la ligne basse pour justement annihiler et les frappes de jambes, mais aussi l'anglaise et en plus les déplacements. Ça rend cette arme très très intéressante. Lui, il avance constamment sur l'adversaire. Il casse bien la distance petit à petit, justement pour venir au contact de l'adversaire. Il est très puissant sur ses points et peut sonner l'adversaire à tout moment. On l'a vu, que ce soit avec son crochet du gauche, comme je l'ai dit avant, qui est son point avant. Hein. On l'a vu avec Evloev, où il l'avait sonné dès le premier round mais aussi avec des uppercuts qui sont redoutables. On l'a vu avec Youssouf, avec Sodiq Youssouf, où il était venu au clinch chercher uppercut au corps pour remonter entre la garde pour venir toucher le menton de Sodiq Youssouf et le sonner par deux fois, dont la deuxième sera le début de la fin pour ce combat à l'UFC 300. C'est vraiment quelque chose qui fait bien. En fait, dès qu'il est au clinch, l'uppercut monte vraiment très bien pour passer justement à l'intérieur de la garde de l'adversaire. En plus de ça, comme il vient chercher le clinch, la tête est baissée, donc forcément, le fait de remonter, c'est beaucoup plus, l'impact sera beaucoup plus violent. Donc c'est quelque chose qu'il fait très bien. Il aime bien envoyer son bras arrière suivi du crochet, c'est normal. En général, les gens qui sont bons du crochet du bras avant, soit ils le font en contre en venant couper l'angle et envoyer le crochet, soit on envoie le point arrière pour justement balancer le crochet dans la foulée. C'est vraiment un schéma classique des gens qui sont bons avec ce bras arrière. Il a une garde très haute, on le voit, hein, il prend bien soin de monter très haut ses mains
Mais malgré tout, lui aussi, bah, il prend tout de même des coups, et notamment en ligne directe, parce que c'est bien simple, hein, on l'a déjà dit, il y a des gens qui sont très bons pour bloquer les crochets, il y a des gens qui sont très bons pour bloquer en ligne directe, on avait même fait cette vanne sur comment le père avait frappé l'enfant, savoir si il avait pris l'habitude de bloquer sur les côtés, ou de venir chasser, ou de rentrer l'avant-bras pour bloquer la ligne directe. Donc on voit que Diego Lopez, lui, prend beaucoup de directs. Par contre, c'est vrai que quand il commence à prendre les directs, les crochets peuvent suivre derrière. C'est-à-dire que il a souvent des moments où il accuse 2, 3, 4 coups avant de se recentrer et de revenir et de remonter la garde et de revenir à l'attaque. Mais on le voit des fois un petit peu vaciller sur les frappes, même si quand on dit vaciller, il n'est pas sonné plus que ça, mais on sent que ça l'électrise, tout simplement. Ça l'électrise un petit peu. Par contre, il encaisse très bien, euh, on l'a vu bah, sur tous les combats à l'UFC, hein, enfin, à part un où ça a été vraiment très vite, où il a attaqué un triangle à la volée tout de suite, donc on peut pas le compter. Mais effectivement, que ça soit contre Evloev, ou que ça soit contre Sodiq Yusuff, ou contre Sabatini, on voit quand même qu'il a un bon manteau et qu'il encaisse très bien. Qu'il encaisse très bien. De toute façon, les combattants de MMA mexicains, en général, ont une bonne anglaise et sont durs au mal. On va pas se mentir. Pour ce combat, on est d'accord, Rolly et moi, pour dire que le combat irait à Lopez dans la partie boxe, en tout cas. C'est celui qu'on choisit dans ce domaine-là, pour la simple et bonne raison que en plus d'être efficace dans sa boxe, il a une plus grande allonge, et en plus de ça, il a la capacité de sonner ses adversaires. Donc potentiellement, voilà, dans un combat de boxe pur, le combat lui reviendrait. On enchaîne avec la lutte. Donc la lutte d'Ortega, c'est un bon lutteur. Alors c'est pas forcément ce qu'il met en avant le plus, mais en tout cas il est bon lutteur. Il a un très bon single leg d'ailleurs, qu'il arrive à prendre facilement. En fait, moi ce qui m'impressionne surtout chez lui, c'est son entrée en single leg. Dans le sens où euh, que ça soit à distance ou que ça soit au contact, à la cage ou n'importe quoi, il a toujours une facilité à venir saisir la jambe. On le voit quand il est à distance, quand je le disais tout à l'heure, juste avec un bras venir ramener la jambe, on sent qu'il développe beaucoup de force là-dessus, qu'il sait exactement où venir saisir au niveau du creux du genou pour venir tracter justement la jambe de l'adversaire. Et on le voit, hein, quand il plonge, il rentre en toute sécurité, il vient prendre le single leg. Et du single leg, il va venir souvent, pas forcément faire chuter directement de cette saisie, mais s'en servir pour tracter l'adversaire et venir mettre son bras à la hanche euh, pour vraiment le saisir, et ensuite essayer de travailler en ceinturant. Donc c'est quelque chose qu'il fait très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, il se sert de ce single leg aussi pour masquer sa boxe. Donc je ne vais pas revenir dessus, parce que j'en ai parlé sur la partie boxe. Il a un très bon contrôle à la cage. Et c'est là qu'il lance en général son crochetage extérieur. C'est-à-dire que quand il vient coller à la cage ses adversaires, s'il a envie de faire chuter, s'il n'est pas que dans le fait de frapper, il va venir crocheter de l'extérieur vers l'intérieur, en fait avec sa jambe, l'extérieur de la jambe, en passant par l'extérieur de la jambe de l'adversaire, il va crocheter la jambe pour justement faire chuter l'adversaire vers l'avant, enfin en tout cas les jambes vers l'avant, comme si elles étaient absorbées par Ortega, ce qui lui permet en fait de faire chuter l'adversaire sur les fesses ou sur le dos, et d'avoir une position de contrôle euh, beaucoup plus haute que s'il faisait chuter l'adversaire différemment. Là, le fait que la personne longe la cage et se retrouve assise à la cage, ça lui permet, lui, de venir bah, déjà asseoir son contrôle, mais aussi potentiellement d'attaquer ses étranglements, parce qu'on sait que dans les phases de lutte, c'est là où il est vraiment très fort, justement, pour prendre une guillotine ou pour prendre un bras-tête. Donc on sent qu'il a travaillé sa lutte pour justement pouvoir l'amener à cette situation de prendre une guillotine. Pour vous donner une idée, la même manière dont Cyril Gane a pris la guillotine par John Jones, en fait, c'est cette même position. Bah, lui va l'amener en tractant la jambe et en tombant à cheval sur son adversaire. Euh,
Dès qu'il est dos à la cage, par contre, lui, il défend bien aussi. Il se sert des attaques de l'adversaire pour attaquer des guillotines ou des bras-têtes. Ça, c'est quelque chose qu'il fait très bien. D'ailleurs, il est vraiment très fort pour venir chercher une guillotine par-dessus, surtout à la cage. Donc c'est quelque chose qui est une de ses armes favorites. D'ailleurs, la plupart de ses soumissions sont venues de cette attaque-là. Donc il est danger et il est danger, n'importe quoi. Il est dangereux. Il est dangereux en fait quand on essaye de l'amener. Quand on essaye de l'amener au sol ou comment dire, ou quand il est dos à la cage et qu'il va venir se grandir pour venir prendre la tête et ensuite ne pas hésiter même à tirer la garde pour venir finaliser son adversaire. Il n'a pas peur de chuter de toute façon parce qu'il a un très bon jiu-jitsu brésilien, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme tous les bons grappleurs, chuter ne lui fait pas peur. Donc c'est pour ça que même des fois, bon, il va s'autoriser à ne pas forcément défendre la lutte plus que ça parce qu'il sait qu'au sol, il sera très bon. Euh, alors, c'est pas une manière de faire chuter en lutte, mais on sait qu'il est aussi très bon pour quand il touche l'adversaire en boxe et que l'adversaire est knockdown pour suivre correctement justement l'adversaire et aller chercher ensuite les tentatives de soumission directement de là. Il est très opportuniste. Ce qu'il a fait contre Volkanovski par exemple sur sa première guillotine. Pour Diego Lopez, il a une lutte qui sera plus défensive. Alors, maintenant, je vais mettre un bémol, parce que j'ai pas vu tous ses combats. J'ai eu accès à ses combats qu'il a fait à l'UFC, les 4 combats qu'il a fait à l'UFC. Et donc, on a vu qu'il n'était pas forcément proactif sur la lutte. Il cherche pas forcément à amener au sol, parce que debout, il préfère tout simplement boxer. Et si on l'amène au sol, de toute façon, il sera très à l'aise pour venir grappler. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il a une lutte qui sera plus défensive, même si il ne va pas insister non plus. S'il voit qu'il est battu, en fait, bah, comme tout bon lutteur, il va rester, il va aller dans son domaine, en fait. Il va venir et il va essayer de faire du grappling. Contre Sabatini, il a réussi, par contre, à stopper une belle amenée, un bon double leg, donc il était un peu téléphoné, hein, il est parti un peu de loin, mais il a sprawlé son adversaire et il a réussi à le soulever en rentrant les deux bras sous les aisselles par l'extérieur, le soulever pour ensuite mettre un mouvement en rotation, type un peu Uchimata, entre guillemets, pour le faire tailler, enfin, dans le bon timing, pour le faire chuter et arriver en position latérale sur son adversaire, mais son adversaire qui a réussi à s'enfuir donc dans le contrôle, il a réussi, enfin avant que le contrôle s'installe, il a réussi à remonter. Mais là où il est bon, c'est que dans les transitions, plutôt que de faire du chain wrestling et donc de continuer à chercher la lutte, il va lui chercher à boxer dans la foulée. C'est-à-dire que quand ça va se relever, il va profiter du moment de flottement pour essayer de toucher l'adversaire en boxe. C'est ce qu'il avait fait justement avec Sabatini, avec sa droite, si je me trompe pas, si je me souviens bien où bah, il avait sonné Sabatini, c'était le début de la fin, il l'avait fini en Grand Pound. Donc il sait en fait se positionner dans l'espace, j'en parle souvent. C'est-à-dire que dans une phase de scramble, quand Sabatini il est venu, qu'il a fait son scramble pour se relever, il savait exactement où le suivre, comment le suivre pour pouvoir venir le toucher dans la foulée. Donc un peu comme un Benoît Saint-Denis contre Frévola. Contre Frévola, quand dans la phase de lutte, ça se relève et qu'il envoie son high kick, c'est pareil. Il sait exactement où il est, il connaît exactement sa distance et il sait justement s'il peut boxer derrière sur un relevé de son adversaire sur une phase de lutte. Euh, Sinon, il se complique pas la vie. Il cherche la soumission directement. Justement, on avait vu contre Evloef, il avait tenté la Kimura, donc par 2 fois, dans la deuxième qui était très bien engagée et qui lui avait permis de faire le système Kimura Trap, où donc il s'était servi du bras de l'adversaire, du bras d'Evloef, comme d'un contrôle pour pouvoir tourner autour de lui et finir en clé de jambe, en clé de genou. C'était à la fin du troisième round. Donc il le fait très bien avec ce système de Kimura où il va rester très équilibré quand l'adversaire le ceinture dans le dos. Il va essayer de créer l'ouverture pour pouvoir rentrer ses bras en Kimura et ensuite venir absorber son adversaire. Ou alors, ce qu'il fait très bien, parce qu'on l'a dit, c'est quelqu'un d'opportuniste, triangle à la volée. Bah oui, pourquoi se prendre la tête? On vient de prendre le single leg, comme l'avait fait Gavin Tucker, et bah, il prend le single leg plutôt que de défendre.
tu sautes. De toute façon, quand on prend le single leg, il y a une jambe qui est déjà sous l'aisselle, donc on a déjà le bras, il reste plus qu'à prendre la tête. Il a sauté avec sa deuxième jambe, il est venu, il a enroulé la tête et le bras de l'adversaire avec ses jambes, triangle, fin du combat. Triangle d'ailleurs, je me demande si du triangle il n'avait pas pris le juji d'ailleurs sur la soumission, mais en tout cas l'attaque du triangle elle était partie de cette tentative de single leg. Donc très opportuniste. Pourquoi se prendre la tête? Tu le prends en single leg, ok, très bien, je vais sauter sur le triangle. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'il attaque Ortega sur un de ses single legs de cette manière-là. En tout cas, pour ce combat, bah là, pas de problème hein, pour dire enfin, pas de problème. En fait, oui et non. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, j'ai mis un warning au début. Euh, j'ai pas vu assez de combats de Diego Lopez pour savoir si sa lutte, elle est plus variée que ce que j'en ai dit. Donc pour l'instant, je me base sur ces 4 combats-là que j'ai vu justement à l'UFC. Donc, pour moi, Ortega est meilleur lutteur. Tout simplement parce que justement, il a une lutte offensive et une lutte défensive. Donc pour ce facteur-là, je mettrais Ortega. Rolly, quant à lui, j'ai un petit trou de mémoire. Je crois qu'il m'avait dit, mais je ne veux pas dire de bêtises, que c'était pour lui Lopez qui mettait en avant sur la partie lutte, parce que tout simplement, il trouvait Ortega pas assez. Pas assez fort sur sa partie lutte, là où Diego Lopez est très bon dans ses défenses. Enfin, que s'il veut défendre, il est très bon. On l'a vu contre Sabatini. Et il ne prend pas forcément le combat de Evloev en compte pour la simple et bonne raison qu'il l'avait pris en short notice, et c'est vrai. Et que forcément, à partir du deuxième round, début du deuxième round, il était complètement cramé. Et donc, de défendre de la lutte en étant cramé, c'est déjà plus compliqué. Et que malgré ça, il avait quand même réussi dans le round 3 à défendre la lutte contre Evloev, qui pour lui est le meilleur lutteur de la catégorie. Donc il pourrait mettre un avantage justement à Diego Lopez. Et je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement. Ça dépend les critères qu'on va prendre, mais en tout cas voilà. Moi je mettrais plus Ortega en tout cas pour ce combat-là sur la partie lutte. Partie seule, la partie qui nous intéresse vraiment pour ce combat, et on espère, lui comme moi, qu'il y aura du seul. Parce que malheureusement, quand il y a deux spécialistes dans un domaine, en général, ils peuvent s'annihiler et donc décider de régler l'affaire autrement. J'espère grandement que pour ce combat, vraiment, on aura ce qu'on veut. C'est-à-dire de voir deux excellents grappleurs essayer de se soumettre, essayer d'être, comment dire, ouais, d'être à l'initiative et ouais, de nous faire plaisir. De faire plaisir aux grappleurs avec un bon combat de sol où les deux tenteront des soumissions. Même si, à ce jeu-là, je verrais plus un Diego Lopez créer du jeu pour aller soumettre. Là où Ortega, il est peut-être un peu plus dans la dynamique opportuniste, comme je disais, d'attendre le bon moment, d'aller chercher voilà, sur une phase de lutte, sur une phase de boxe, mais pas forcément à s'éterniser au sol pour justement essayer de tout mettre son adversaire. Je pense qu'il a besoin, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, besoin d'avoir un momentum. Un momentum. Là où Diego Lopez, et on va rentrer plus dans le détail après, lui va chercher la possibilité de soumettre. Il va se livrer, il va créer du jeu, il va créer de l'ouverture, il va créer du jeu pour essayer justement de faire en sorte de soumettre son adversaire. Donc à voir, à voir. En tout cas, Ortega, c'est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne avec Reiner Gracie depuis toujours. Il est vraiment très très fort. On l'a dit, il est létal, beaucoup de soumissions et surtout très opportuniste. Euh, il est bon au-dessus pour du grand and pound, mais où il va savoir, pardon, retirer exactement ce qu'il faut comment dire, pour éviter le danger. On l'a vu contre Yair Rodriguez, bon, qui est pas super bon au sol non plus, mais dès qu'il y avait un pied qui venait se poser contre son ventre, qui aurait pu le repousser ou quoi que ce soit, on voit un Ortega qui, lui, va tout de suite enlever justement un barrage, euh, un knee shield, une distance potentielle ou un danger potentiel de son adversaire, tout de suite, par expérience. Quand on fait du jiu-jitsu brésilien, de toute façon, j'ai tendance à dire,
que dans le jiu-jitsu brésilien, on voit avec tout le corps. Donc si on a un bout d'orteil qui nous touche de la manière qui nous plaît pas sur un bout de jambe, on va le sentir et on va retirer justement ce bout d'orteil, orienter sa jambe, venir se déplacer, changer de position ou avec sa main l'enlever directement. Ortega, on voit que quand il se place pour son ground and pound, tous ces petits détails, il va le sentir et tout de suite instantanément. Un pied qui se pose sur la hanche pour pouvoir repousser, il va le sentir. Il va venir, il va créer un petit décalage, il va retirer la jambe. Un bras qui rentrerait, je sais pas, j'ai une bêtise, mais sous l'aisselle, il va le casser. Et derrière, il va reprendre sa position pour reprendre son grand endpoint. Donc c'est vraiment des choses qu'il fait et qui sont très minutieuses à analyser, mais qui sont très intéressantes. Qui sont très intéressantes parce que ça montre que c'est quelqu'un aussi qui a du self-control et du sang-froid dans des situations justement où il est dominant, où il va pas chercher à finir pour finir, comme le ferait un Burns par exemple qui a tendance à se cramer sur un finish. Ortega, lui, pour le coup, il va prendre son temps, il va construire sa victoire, entre guillemets. Quand il est aussi très bon en dessous, justement avec des triangles. On l'a vu avec Volkanovski, il avait attaqué le triangle après la guillotine. Donc il est bon hein, là-dessus. Hein. De toute façon, quand on est bon jiu-jitsu, pour le coup, on est bon sur le dos, de fait. D'accord? On a toujours une appétence, soit être au-dessus, soit être en dessous, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même un style où on a de nombreuses situations et nombreux apprentissages pour être bon sur le dos. Et le triangle ou le juji, pour lui, ça en fait partie. Donc il a dû tellement, surtout avec les Gracie, qui sont très bons en garde fermée, parce que c'est une des caractéristiques de la famille Gracie, c'est d'être bon en garde fermée, le JB un peu plus old school. Donc le fait de se retrouver en dessous et de se retrouver dans une garde fermée, pour lui, ça lui fait pas peur. Il sait qu'il a des chemins pour aller créer du jeu et créer du danger à partir de son dos. Il est aussi très bon dans les transitions, donc que ça soit enfin, pour passer d'une soumission à une autre, ou passer d'une position à une autre. Comme tout bon grappleur, il sait quand est-ce qu'il perd une position ou il n'a pas une soumission, et quand est-ce qu'il faut qu'il aille bouger et migrer vers autre chose, en fait, tout simplement. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, suite à un knockdown, il adore plonger sur des soumissions. Ça, c'est sa grosse force, d'accord? Il va pas chercher toujours à venir finir en grand endpoint, mais plus souvent à venir chercher justement la finalisation. Et ce qui peut être intéressant, hein. Je l'avais déjà dit moi sur un précédent podcast, mais quand on met knockdown l'adversaire et qu'on cherche à le frapper tout de suite très lourdement au sol, souvent ça peut faire l'effet inverse et donc réveiller l'adversaire. Le choix de la soumission peut être bonne parce que tant que l'adversaire il est knockdown et que derrière il est plus à même de pardon, plus à même de défendre bah, une tentative de soumission, c'est là, c'est cette fenêtre-là, c'est le bon timing, le bon momentum pour aller la chercher. Parce que le temps que lui récupère, souvent c'est déjà trop tard. Si on est bien installé et si on sait s'installer rapidement. Ce qui est le cas d'Ortega. Sur chaque tentative de takedown de l'adversaire, bah, il peut être sanctionné par un étranglement. L'étranglement, quand même, les étranglements, dans leur grande majorité, sont quand même la spécialité d'Ortega. Comme je l'ai dit tout à l'heure, guillotine, bras tête, triangle, il est quand même assez complet sur le champ lexical d'endormir les gens, quoi, de stranguler les gens. Donc ça, c'est une bonne chose pour lui. Au niveau de Lopez, Lopez, c'est un excellent grappleur. Alors, vraiment excellent grappleur aussi. Euh, Tout autant opportuniste. Vraiment, pour le coup, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher une soumission. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, quand je vois des mecs comme ça me fait penser à ce que disait Marcelo Garcia, un des GOAT du jiu-jitsu brésilien, qui disait qu'il fallait constamment attaquer pour créer des opportunités. En fait, plus on attaquait, plus on créait des opportunités. Alors attaquer des opportunités, pas forcément que de soumission, mais aussi de passage, de renversement. C'était quelqu'un qui attaquait constamment. C'est-à-dire que de sa guillotine, il pouvait soumettre, mais il pouvait renverser, et il pouvait passer une garde. Enfin, il y avait pas mal de jeux créés sur ses attaques. Donc vraiment mettre un rythme très fort à son adversaire et lui imposer un rythme très très intense. Et c'est ce que fait un petit peu Lopez justement sur la partie seule. Que ça soit en triangle, que ça soit en juji, que ça soit en clé de jambe. Enfin, ne serait-ce qu'avec le combat avec Evloev, on l'a vu.
on l'a vu qu'il avait cette capacité en fait à faire des transitions sur les soumissions. On l'avait vu attaquer un triangle, qu'il a transformé en Juji. Le Juji passait pas, il est reparti pour réouvrir sur le triangle, que j'ai dit tout à l'heure. Il a pris la Kimura, qu'il a transformé en contrôle de Kimura Trap, pour ensuite venir s'enrouler, prendre la clé de genou. Et surtout, il a des chemins très clairs, c'est-à-dire qu'il sait comment se repositionner quand il voit qu'une de ses soumissions n'est pas optimale. Dans le sens où on voit la clé de genou qu'il avait fait à Evloef, il n'était pas sous le bon angle et on voyait un Evloef qui commençait à se positionner pour sortir. Et là, Lopez a fait l'effort justement de se réorienter, de se surélever un petit peu, de serrer ses jambes et de pivoter de l'autre côté, en fait, juste de passer d'un plan à l'autre et je l'avais expliqué en breakdown. De toute façon, on avait fait 2 vidéos breakdown sur le combat de Diego Lopez sur FLF que je vous invite à revoir sur la chaîne YouTube de Tatami Connexion. Et donc cette manière de rattraper sa clé de genou était très bonne. Après, avec la fatigue, il avait fait une petite erreur dans le serrage de la jambe de l'adversaire, qui lui avait privé de la soumission. Même si on sait que la clé de genou, c'est une clé de genou, beaucoup de gens peuvent la défendre parce que la douleur n'est pas forcément là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lésion, mais il y a des gens qui ne taperont pas sur une clé de genou, et Evloef en fait partie, même s'il a grimacé au début, très rapidement, il s'est retrouvé plutôt serein sur justement cette soumission-là. Euh, donc, voilà. Les deux, et ça par contre je le rajoute, hein, c'est les deux ont un instinct du finish qui est très fort. Maintenant, pour moi, je les ai pas vus encore en situation de défense, de grappling. Donc savoir si l'un ou l'autre a la capacité de soumettre l'autre, en fait, tout simplement. Donc c'est ça qui va être intéressant et qui va nous donner, et c'est pour ça qu'on espère avoir du sol dans ce combat-là, parce que c'est un, comment dire, ça va nous donner des réponses sur leur sol défensif aussi. Et ça m'intéresse. Parce que le sol offensif, on l'a vu, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils sont très forts, ils sont très opportunistes, ils sont très dangereux, ils sont létaux, létaux, je sais pas, vous me direz en commentaire. Tous les deux. Je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans ce mot. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne les a pas vus encore face à une adversité grappling extraordinaire. Donc c'est pour ça que on espère que ça va pas se régler forcément que debout, mais qu'il y aura du sol. En tout cas, pour ce combat, Rolly, lui, met Ortega devant. Parce que voilà, il l'estime plus dangereux. Moi, je vais être très honnête avec vous, je ne saurais pas vous dire lequel pour moi est le meilleur dans ce compartiment-là. Pour moi, les deux ont des choses à mettre en lumière. Les deux ont un style qui leur appartient, mais qui est dangereux. Je vous l'ai dit, j'attends de voir qui aura la meilleure défense quand on sera dans cette situation de sol et qui peut-être sera le plus varié dans ses attaques. Vraiment, dans ses transitions d'une soumission à l'autre. À ce jeu-là, peut-être un Lopez serait peut-être plus efficace, je sais pas. Mais je dis ça, j'en suis même pas forcément convaincu, donc pour le coup, j'attends de voir. J'attends de voir. Vraiment, j'ai pas d'idée et c'est ce combat-là qui me donnera peut-être l'idée, enfin en tout cas la réponse de savoir lequel sera le meilleur dans ce compartiment. On enchaîne comme d'habitude avec les à côté. Alors déjà, premier à côté qui est très important, c'est que ça reste un short notice pour les deux, parce que les deux n'étaient pas prévus sur cette carte à la base. On sait que l'UFC 303 a eu de nombreuses déconvenues. On sait que c'était l'UFC qui était censé voir le retour de Conor McGregor contre Chandler. Conor McGregor s'est blessé à l'orteil, au petit orteil. On en parlera dans l'épisode d'actu qu'on va enregistrer demain, et cette fois-ci on sera tous les deux sur cet épisode. Donc le main event avait sauté. Jamal Hill devait combattre, qui était en co-main event, devait combattre contre Roundtree à la base, qui a annoncé, et ça on en avait parlé sur le Restons Connectés aussi, sur l'actu, comme quoi il avait dit lui-même qu'il avait pris un produit qui n'était pas, comment dire, excusez-moi, il se fait tard. Un produit qui était considéré comme dopant, même si j'avais creusé un petit peu sur ce sujet du produit dopant, et il s'avérait que c'était pas quelque chose qui était non plus transcendant sur les performances. Donc voilà, c'était
normalement un accident de son fournisseur de compléments alimentaires qui avait fait une erreur dans la composition parce que c'était des trucs faits sur mesure. Donc ouais, le co-main event avait sauté, mais avait été sauvé par Hulberg, qui devait affronter Jamal Hill. Mais entre-temps, Jamal Hill s'est blessé au genou, il s'est fait une entorse du genou, il s'est déchiré le ménisque. Enfin bon, voilà, c'est la catastrophe. Bah, Hulberg n'affronte plus Jamal Hill, mais devait affronter Anthony Smith. Et donc pour sauver cette carte, comme c'est une carte où il y a eu un record de prix de vente justement sur des places UFC, il fallait essayer de mettre bah, en parallèle des combats intéressants. Donc on l'a dit tout à l'heure, Alex Pereira contre Jiri Prochaska qui sera en main event. Et on a descendu Hulberg d'un cran pour que Diego Lopez et Brian Ortega puissent s'affronter. Donc, ils s'affrontent en common event, pour le coup, sur cette carte-là. Hulberg était descendu d'un cran, et comme Jamal Hill s'était blessé, eh bien, c'était Anthony Smith qui l'a remplacé, qui a remplacé Jamal Hill. Et d'après ce que j'ai compris, Hulberg est aussi out, et donc c'est Dolidze qui va remplacer Hulberg. Autant vous dire que cette carte est complètement maudite. Mais bon, donc les deux sont en short notice, ça aura un impact peut-être sur les deux, ou pas du tout. Je sais pas s'ils se préparaient pour un événement particulier depuis leur dernier combat respectif. Euh, En sachant que Brian Ortega était blessé juste avant l'entame du combat contre Yair Rodriguez, donc savoir aussi comment sa blessure s'est remise depuis ce temps-là, puisqu'il avait sauté sur place, il avait sauté et il s'était tordu la cheville juste pendant la présentation de ce combattant. Bon, ça l'a pas empêché de gagner son combat et petit à petit il est monté en, en en compétence au fur et à mesure des rounds. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bon, est-ce qu'il s'est bien remis de cette blessure à la cheville? Ça, on le verra aussi. Et ouais, et je pense que c'était un combat qui aurait pu, moi, pour le coup, alors je suis content de le voir maintenant, mais je pense que c'est un combat qui aurait pu être mis en place à l'UFC Noche dans la sphère. Je pense que les deux peut-être espéraient combattre là-bas. Là, ça risque de faire peut-être un petit peu juste pour qu'ils combattent en septembre là-bas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est se priver de deux gros noms qui collaient avec l'événement, avec l'indépendance mexicaine. Bon, c'est pas grave, il fallait sauver cette carte. Donc, je pense qu'ils ont négocié un bon salaire. On va pas se mentir. Pour le coup, on est content pour eux et on est content pour nous parce que justement, ça me redonne aussi un plus fort attrait pour cette UFC 303. Quant à Lopez, lui, il fait encore un step en termes d'adversité et de pression, justement, puisque Ortega est quand même bien positionné. Alors, j'ai plus son classement, je vais aller vérifier. Euh, classement, classement UFC, c'est important parce que c'est ce que je disais, enfin que je n'ai pas dit, mais que je pourrais dire, c'est que potentiellement, s'il fait, vu comment l'UFC le met en avant, potentiellement, ah oui, il est classé 3, Brian Ortega, donc potentiellement ça pourrait faire un title shot possible, justement, après un éventuel Topuria contre Max Holloway. Euh, Si Diego Lopez venait à passer le barrage Ortega, peut-être qu'il serait propulsé directement contre le vainqueur de ce combat-là. Parce que visiblement, de ce que disait, et ça aussi on en parlera lors de l'actu, mais de ce que disait Brian Ortega, le combat entre Max Holloway et Topuria, parce que justement on avait parlé du fait qu'on voulait, enfin en tout cas moi je voulais voir Brian Ortega contre Topuria, donc visiblement dans la négociation il a appris que ce qui était le plus avancé c'était justement ce combat contre Holloway, qui fait sens, tout simplement par le classement et par le résultat d'Holloway contre Gaethje à l'UFC 300. Donc bon, en tout cas, voilà, potentiellement, petit stress, petit moment de doute potentiel pour un Diego Lopez qui a une carte à jouer pour la suite de sa carrière instantanément là sur ce combat-là. Bon, maintenant on l'a dit tout à l'heure, on l'a mis au 300, il a fait le taf, il a de l'expérience, il a pas mal de combats,
Donc bon, il n'y a pas de raison que ça influe plus que ça, mais il fallait le notifier. Alors, maintenant, on va passer au pronostic justement de ce combat. Et on est plutôt d'accord avec Rolly. Pour le coup, c'est la première des choses qu'on a dit avant de parler de la boxe, de la lutte et du sol. Donc c'était sur le pronostic. Il m'a dit t'en penses quoi? Et on est d'accord là-dessus. Moi, je mettrais un 70-30. Je vais fonctionner encore une fois par pourcentage. Donc 70% Lopez par KO au premier round. KO, alors quand je dis KO, c'était KO, je vois bien justement ce que je disais, sonner Ortega, le suivre au sol et pourquoi pas le finaliser en Grand Pound. On a vu un Yair Rodriguez qui lui a fait beaucoup de dégâts justement sur le premier round lors de leur dernier affrontement. Est-ce que c'était dû au fait qu'il fallait attendre que sa cheville se remette ou pas, et qu'après il a pu reprendre un petit peu du poids de la bête et monter crescendo dans le combat? Une chose est sûre, c'est que vu le niveau de sol de Lopez, si jamais il y a un knockdown, en tout cas, ça va être très dur pour Ortega de temporiser dans cette situation. Donc à voir, mais c'est comme ça que je le vois. Et sinon, 30%, Ortega à la décision. C'est-à-dire qu'il pourrait venir, bah pourquoi pas d'ailleurs prendre le dessus en boxe, hein. Je sais pas. Là c'est moi j'avais mis un Diego Lopez au-dessus, mais bon les styles font les combats donc faut voir. Mais peut-être quand on voit ce qu'il a fait à Korean Zombie pour le coup, qu'il a réussi à l'outstriker, qu'il a réussi à être dominant sur les phases de boxe. Écoutez, pourquoi pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait capable de réitérer ça avec Diego Lopez? C'est possible. Maintenant, on verra. Avec le fait d'avoir des combattants complets, on verra ce que ça donnera. Mais bon, avec un bon game plan, pourquoi pas aller chercher une décision. Et, ça je le dis pas, parce que c'est en dehors, mais bon, je vous l'ai dit, on connaît pas le niveau de défense de sol de Lopez. Donc pour l'instant, il n'a jamais été soumis. Les deux n'ont jamais été soumis. D'ailleurs, ce serait très intéressant qu'il y ait une soumission d'un côté ou de l'autre. Moi, j'adore ça quand il y a des gens qui ont un palmarès vierge d'un côté, enfin en tout cas, qui ont un zéro sur les défaites, entre guillemets, et qu'on a deux spécialistes comme ça qui seraient capables d'ajouter un 1 sur cette grille-là d'analyse. Donc bon, dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait une soumission d'un côté ou de l'autre. Maintenant, voilà. Soit Lopez, KO au premier round, soit Ortega, décision. C'est les pronostics de Tatami Connexion. En tout cas, de mes pronostics à moi. Bon, bah ça a été court. Ça a été court, c'est normal. Pour le coup, vu que justement je suis tout seul, j'ai pas de contradiction, j'ai pas d'analyse de Rolly, on n'a pas de débat, donc désolé pour ça. Voilà, je sais que vous aimez quand on n'est pas d'accord et quand on essaye d'étayer nos propos, et même quand on est d'accord, mais qu'on essaye d'avoir nos arguments de chaque côté. Bon, c'est pas quelque chose qui devrait arriver souvent, on va s'organiser, hein, c'est tout nouveau, donc on essaiera de s'organiser pour que les prochaines fois on puisse être dans les clous pour pouvoir vous sortir des analyses. Alors peut-être pas en début de semaine comme on le faisait avant directement, mais peut-être dans la semaine, peut-être un peu plus tardivement, mais le faire tous les deux, ça sera peut-être possible. On va essayer de s'organiser. Par contre, il y aura peut-être un changement. Alors pas pour l'actu de cette semaine parce que je vous ai dit on va enregistrer demain et elle sortira le vendredi à 18h comme d'habitude, mais peut-être que là, on sera dans l'obligation de découper ce podcast d'actu en plusieurs podcasts d'actu, justement. Alors savoir comment on va mettre ça en forme, si on continue à l'appeler Restons connectés ou pas, je sais pas. Bon, il n'y a pas de raison. De toute façon, on peut rester connecté, même si c'est que un quart d'heure, 20 minutes et pas 2 heures et demie. Mais l'idée serait peut-être de faire voilà, plus régulièrement un petit podcast d'actu, de prendre les actus en fait au moment où elles sortent pour en parler directement, comme font d'autres podcasts. Et là où je réfléchis, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ça serait potentiellement d'essayer de voir si ça serait intéressant de les cumuler en fin de semaine pour faire un gros reston connecté, en fait un montage. Alors après, il faut voir comment ça rendrait, si c'est intéressant ou pas, parce que là, le fait d'avoir une intro pour chaque podcast, comment je pourrais trouver une tournure pour que chaque podcast puisse s'emboîter et n'en faire qu'un en fin de semaine, pour ceux qui aiment partir en week-end avec nos douces voix et enfin qui aiment les podcasts assez longs, les podcasts d'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Donc savoir si c'est intéressant de cumuler tout ça et de faire un énorme podcast en fin de semaine. Je sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.
Euh, Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va être obligé de les scinder parce qu'en termes d'organisation, sinon ça sera pas jouable. Mais savoir si vous voulez qu'on fasse ce dernier podcast, enfin, en tout cas, si vous voulez qu'on cumule les podcasts en fin de semaine, ou alors, les semaines où on sait qu'on peut enregistrer le jeudi, de se dire que on garde de temps en temps un podcast long. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où on ferait des podcasts courts et des semaines où on ferait un gros podcast long. Voilà, je vous donne plusieurs choix. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Et puis on avisera, on essaiera de faire en fonction de vous aussi et de ce que vous aimez. On fera en fonction de ce petit sondage pour essayer d'être le plus en accord avec ce public qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous met à contribution. On est pour le vote citoyen, nous. On fait un RIC, référendum d'initiative citoyenne. Donc voilà, et il se passera dans les commentaires de YouTube. Donc même si vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube, nous mettre un petit commentaire pour nous donner un avis sur cette nouvelle petite formule un peu forcée par un changement de vie. C'est mieux ça que d'arrêter de toute façon. Ce qu'on ne fera pas, je vous rassure. En attendant, bah, je vais vous souhaiter non, avant de vous souhaiter quoi que ce soit, je vais vous inviter à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles pour toutes les plateformes sur toutes les plateformes de podcast audio. Et puis voilà, il y a toujours le lien Tipeee en description, donc n'hésitez pas. En attendant, bah, je vais vous souhaiter moi-même une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis on se voit vendredi 18h pour le podcast d'actu. Allez, salut!